Bonjour et bienvenue dans les matins du Sénat. Rendre compatibles les avancées médicales avec ce que la société française considère comme acceptable, tel est l'objectif du projet de loi bioéthique déposé au Parlement par le gouvernement. Le texte est actuellement au Sénat. Une commission spéciale a été mise en place pour l'étudier. Hier, les ministres étaient auditionnés. Ils ont notamment été interrogés sur l'une des promesses phares du candidat Macron, la PMA pour toutes, la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes célibataires. Cette réforme doit être la première réforme sociétale du quinquennat. On regarde l'audition, on se retrouve juste après sur Public Sénat. Effectivement, je devrais vous quitter à 16h30 puisque je serai dans l'hémicycle. À 17h30, pardonnez-moi. À 17h30, je serai dans l'hémicycle pour la PPL dite Pradié. Voilà, donc effectivement, comme vous le disiez, dans la mesure où le projet de loi ouvre la PMA avec tiers donneur aux couples de femmes, il fallait nécessairement tirer les conséquences de cette ouverture en termes de filiation. Et c'est l'article 4 que vous évoquiez et sur lequel j'interviens particulièrement. Cette question de l'établissement de la filiation, elle a suscité beaucoup d'interrogations qui sont tout à fait légitimes. Et comme vous le savez, puisque plusieurs hypothèses avaient été soumises au Conseil d'État, plusieurs options étaient envisageables. Parmi ces options, je les rappelle brièvement, il y avait soit l'extension du droit commun, si je peux utiliser ce terme, encore qu'il soit assez impropre. Il y avait également la possibilité de créer un dispositif ad hoc qui soit applicable à l'ensemble des couples hétérosexuels comme homosexuels qui ont recours à une PMA avec tiers donneur, ou bien, troisième hypothèse, la création d'un dispositif ad hoc qui soit applicable, lui seulement, aux couples de femmes ayant recours à la PMA avec tiers donneur. Vraiment, il y a des débats extrêmement intenses entre les tenants de telle ou telle solution, et il n'y a dans mon propos vraiment aucune critique à l'égard des tenants de telle ou telle solution, puisque chacune de ces solutions a ses avantages et ses inconvénients. Ces avantages et inconvénients ont d'ailleurs été relevés dans les différents avis et rapports qui ont été rendus dans le cadre de la préparation de la loi bioéthique, et ils vous ont sans doute été largement exposés au cours des auditions que vous avez pu avoir. Chacun de ces rapports ou avis a privilégié une option différente, et d'ailleurs il faut noter qu'aucun des pays voisins qui ont ouvert la PMA avec tiers donneur à des couples de femmes n'a retenu la même solution en termes de filiation. Ça confirme donc tout à fait que c'est une question qui est très complexe et qu'on peut en avoir des approches différentes. Ce qui s'est imposé au gouvernement, en revanche, dans la recherche du meilleur moyen d'établir cette filiation, ce sont des principes et des objectifs sur lesquels nous avons voulu construire ce dispositif d'établissement de la filiation. Ces principes simples sont au nombre de quatre. D'abord, nous avons voulu offrir aux enfants nés d'AMP au sein d'un couple de femmes absolument et en tout point les mêmes droits qu'aux autres enfants. C'est un choix d'égalité entre les enfants, quel que soit leur mode d'établissement de la filiation, qui est ici affirmé de manière très claire et qui est affirmé dans un article qui est placé au fronton du Code civil. Deuxième principe, nous avons souhaité apporter de la sécurité juridique aux deux mères et à leurs enfants. La filiation, en effet, dans cette hypothèse, et d'une certaine manière, c'est pour moi une évolution extrêmement forte. La filiation n'est pas établie sur le principe de la vraisemblance biologique. Par définition, elle ne peut pas l'être. Et donc, elle est établie sur la base d'un engagement commun. C'est une évolution forte, juste, mais qui doit être évidemment juridiquement solidement établie. Troisième principe, nous avons souhaité établir une procédure simple, qui n'impose pas de démarches supplémentaires pour les couples de femmes qui veulent y avoir recours, pour évidemment pouvoir établir leur filiation avec leur enfant. Quatrième principe, également très prégnant,
nous n'avons pas voulu revenir sur le droit qui était applicable aux couples hétérosexuels. Nous avons fait en sorte que, au fond, ce texte apporte des droits nouveaux, conséquence de l'ouverture d'un droit nouveau pour les couples de femmes, mais nous n'avons rien voulu retirer ou modifier du régime de la filiation tel qu'il est applicable aux couples hétérosexuels. C'était un point très important pour nous. Sur la base de ces 4 principes tels que je viens de les énoncer, nous avons fait le choix d'un dispositif ad hoc pour l'établissement de la filiation pour les couples de femmes ayant recours à l'AMP avec tiers donneur. Le dispositif tel qu'il a été proposé par le gouvernement dans le projet de loi initial a fait l'objet de débats très importants à l'Assemblée, notamment en commission, dans l'hémicycle aussi, mais en commission. Et il se présente très brièvement de la manière suivante. Il a été enrichi par ces débats et il se présente de la manière suivante. Il y a 3 points qui me semblent importants. Tout d'abord, les femmes, vous le savez, qui donc veulent recourir à l'AMP avec tiers donneur. Les femmes doivent consentir devant le notaire à faire une PMA avec tiers donneur. C'est d'ailleurs le cas également aujourd'hui pour les couples hétérosexuels. Au même moment, devant ce notaire, elles s'engageront, lors de ce même entretien, à devenir les mères de l'enfant à naître. Donc il y a à la fois le consentement à l'AMP et le fait qu'au même moment, elles vont s'engager à devenir les mères de l'enfant à naître. Cette reconnaissance conjointe, cet engagement, c'est une reconnaissance conjointe, et c'est le deuxième élément. Cette reconnaissance conjointe sera produite au moment de la naissance devant l'officier d'état civil, en même temps que le certificat d'accouchement, ce qui permettra en même temps, au même moment, d'établir la filiation à l'égard des 2 mères. Troisième point, l'acte intégral de naissance de l'enfant comportera la mention que l'enfant a été reconnu conjointement par ses 2 mères. Ce dispositif a évolué, vous le savez évidemment, puisque vous avez vu la manière dont les débats ont été conduits. Ce dispositif a évolué dans le cadre d'un travail qui a été mené avec les rapporteurs à l'Assemblée nationale. Et ces modifications qui ont été conduites avec les rapporteurs de l'Assemblée nationale ne remettent pas en cause les objectifs rappelés plus haut. Ces modifications, elles ont porté essentiellement sur 2 points par rapport au projet initial du gouvernement. Les modifications ont porté sur 2 points que je rappelle brièvement ici. Le premier point, c'est la place de ces dispositions dans le Code civil. Le projet initial créait dans le Code civil un nouveau titre 7 bis qui était propre à la filiation des enfants nés de couples de femmes ayant recours à l'AMP. Le dispositif qui a été adopté à l'issue du vote à l'Assemblée nationale, lui, il est intégré dans le titre 7. Dans le titre 7 du Code civil, donc il n'y a pas de titre 7 bis, il est intégré dans le titre 7 du Code civil, du livre 1er, qui est relatif à la filiation. Au sein de ce titre 7, on crée un nouveau chapitre 5 qui porte sur le recours à l'AMP avec tiers donneur pour tous les couples. Pour tous les couples. Et au sein de ce chapitre, qui est parfaitement organisé, on va distinguer d'abord les dispositions communes qui s'appliquent à tous les couples hétérosexuels ou couples homosexuels qui ont recours à l'AMP avec tiers donneur. On y trouvera des principes généraux comme l'interdiction d'établir un lien de filiation avec le donneur, les conditions et formes du consentement, etc. Puis ensuite, nous trouvons les dispositions qui permettent d'établir la filiation pour les couples de femmes. Donc un chapitre organisé avec les dispositions communes et les dispositions applicables aux couples de femmes. Cette modification de l'emplacement des dispositions dont je parle dans le Code civil, pour nous, avait pour objet de rendre compte du socle commun entre ces modes de filiation. Il permet donc de rapprocher autant qu'il est possible les modes de filiation, les modes d'établissement de la filiation des couples de femmes et des couples hétérosexuels qui ont recours à l'AMP avec tiers donneur. Pour autant, ce déplacement ne bouleverse pas le droit de la filiation dès lors que les 4 premiers chapitres du titre 7, consacrés à la filiation qui repose sur la vraisemblance biologique, ne sont pas modifiés. Les couples hétérosexuels qui ont recours à un tiers donneur, je le répète, ne voient pas, eux, modifier le mode d'établissement de leur filiation.
Donc ça, c'était la première modification telle qu'elle est résultée des débats à l'Assemblée nationale. Il y a une seconde modification et elle concerne la notion de reconnaissance conjointe. Le projet de loi initial avait créé ce qu'on avait appelé une déclaration anticipée de volonté, une DAV. L'article 4, tel qu'il a été réécrit, substitue à cette déclaration anticipée de volonté une reconnaissance conjointe. Cette notion de reconnaissance conjointe, c'est une réponse à la critique qui avait été formulée à propos de la DAV, de la déclaration anticipée de volonté, la DAV qui apparaissait comme un concept et un objet juridique nouveau qui, aux yeux de certains, pouvait apparaître stigmatisant pour certains couples de femmes. Et donc c'est la raison pour laquelle, et ça a son importance, le gouvernement a décidé d'assumer la volonté de réduire au maximum la différence entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes, tout en assurant l'exigence évidemment de sécurité juridique. Il n'y a en effet pas de confusion possible entre la reconnaissance conjointe, telle que nous l'avons établie pour l'AMP avec tiers d'honneur pour les couples de femmes, et la reconnaissance de l'article 316 du Code civil. La première, la reconnaissance conjointe, elle est effectuée, comme son nom l'indique, conjointement, avant même la grossesse, tandis que la seconde, celle de l'article 316, c'est une reconnaissance unilatérale effectuée la plupart du temps après la naissance ou au plus tôt au début de la grossesse. Donc on voit bien que ce sont deux mécanismes différents et deux temporalités et deux finalités différentes. La reconnaissance conjointe n'est possible que pour les couples de femmes, tandis que la reconnaissance de l'article 316 n'est pas ouverte aux couples de même sexe. Pour établir une double filiation maternelle, je reviens donc là exclusivement aux couples de femmes, pour établir une double filiation maternelle, l'officier d'état civil, il va avoir besoin de deux éléments. D'abord, cette reconnaissance conjointe, établie conjointement par les deux mères, et bien sûr le certificat d'accouchement, sur lequel il ne pourra pas établir évidemment la double filiation. Donc il n'y a pas de confusion possible entre ces deux modes d'établissement de la filiation. Concrètement, je l'ai dit tout à l'heure, de manière très concrète, l'acte de naissance portera la mention de ce que l'enfant a été reconnu conjointement par les deux mères devant le notaire, etc. Cette mention donc attestera de ce que l'on est bien dans l'hypothèse légale d'une double filiation maternelle. Ainsi modifié, le dispositif qui vous est soumis, je crois, constitue une voie d'équilibre. Nous avons beaucoup entendu, nous avons évidemment beaucoup intégré les différentes propositions qui nous étaient faites. Nous avons cherché, je le redis devant vous, à établir quelque chose qui soit juridiquement sûr, mais qui également soit très porteur d'égalité pour les deux mères. Donc c'est une voie d'équilibre qui répond à la nécessité de tirer les conséquences indispensables mais strictement nécessaires de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes. Grâce à son double caractère, à la fois simultané et anticipé, la reconnaissance conjointe permet de sécuriser la filiation, particulièrement à l'égard de la femme qui n'accouche pas. Les deux femmes, je le redis devant vous, seront en effet mères exactement en même temps, à égalité, dès lors que l'accouchement aura eu lieu. Et cette reconnaissance conjointe permet de faire obstacle à l'éventuelle reconnaissance d'un tiers avant la naissance, puisque évidemment la reconnaissance conjointe lui sera en tout état de cause antérieure, et donc elle primera devant l'officier d'état civil. C'est donc un dispositif simple, particulièrement sécurisant pour les enfants comme pour les mères, que nous avons construit. C'était la première de nos exigences, et je suis maintenant prête, en vous ayant redit à la fois le contenu du dispositif, mais aussi la manière dont il a été construit, je suis évidemment prête à répondre à vos questions. Merci, Madame la Ministre. Je vais de suite passer la parole à Madame Jourda. Et ensuite, je passerai la parole à ceux qui le désirent. Merci, Monsieur le Président. J'ai plusieurs questions, à vrai dire. J'imagine, oui. Et comme je sais que Madame la Ministre doit partir assez vite, effectivement, ma question s'adresse à Madame le Garde des Sceaux.
Monsieur le député Touraine, qui est rapporteur à l'Assemblée nationale, a utilisé l'expression, s'agissant de ce texte, de légitimer la procréation sans sexe pour tous. Est-ce votre philosophie également sur ce projet de loi? Tu peux poser l'ensemble des questions. Je peux poser l'ensemble des questions, enfin peut-être pas trop. Ma deuxième question, l'extension de l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes a pour conséquence de priver les enfants de filiation paternelle. Alors, comment peut-on expliquer cet élément aux 93% de sondés qui, en 2018, estimaient que, je cite, « les pères ont un rôle essentiel pour les enfants ». Ça, c'est ma deuxième question. S'agissant de la fixation de la filiation, alors, est-elle exclusivement fixée pour les couples de femmes par la reconnaissance conjointe? La reconnaissance conjointe et la règle qui consiste à affirmer que la mère et la femme qui accouche, est-elle inapplicable en l'occurrence ou est-elle encore appliquée? Car le texte fait référence exclusivement à la reconnaissance conjointe. Y a-t-il une difficulté d'ailleurs pour que cette règle, la mère et la femme qui accouchent, soit inscrite dans le Code civil, ce qui n'est pas le cas actuellement? J'aimerais également que vous puissiez nous rappeler la raison pour laquelle la notion de femme non mariée, ce qui est mal apprécié, je crois, de beaucoup de gens qui lisent ce texte, la notion de femme non mariée est utilisée dans le projet de loi. Et enfin, et c'est ma dernière question, Monsieur le Président, je m'interrogeais sur le fait que utiliser le terme de reconnaissance, qui est une notion qui est déjà identifiée en réalité dans le Code civil sur le droit de la filiation, et vous l'avez rappelé, alors même qu'on n'utilise pas du tout le même régime, ce que vous avez également rappelé, n'est pas plus source de confusion que de clarté. Je vous laisse la parole, Madame la Ministre. Oui, le fait d'utiliser le terme de reconnaissance, est-ce que le fait de l'utiliser, mais d'appliquer un régime tout à fait différent de celui qui existe actuellement, ce que vous avez également indiqué, nous sommes d'accord sur ces prémices, je dirais, est-ce que ça n'est pas plus source de confusion que de clarté? Merci. Je vous laisse répondre, Madame la Ministre. Après, les collègues continueront. Je vous remercie. Vous me dites procréation sans sexe pour tous. Est-ce que c'est notre philosophie? Non, ce n'est pas notre philosophie. Nous considérons que l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes avec tiers donneur, ça correspond à un choix de vie qui, me semble-t-il, doit être reconnu comme tel, et à la pluralité de modalités de constitution des familles. Il n'y a dans notre société aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul mode d'établissement des familles. Et donc je pense que l'ouverture de l'AMP à ces couples de femmes, c'est la possibilité offerte de constituer des modèles différents de familles. Ça ne veut pas dire que nous souhaitons favoriser la procréation sans sexe. Je crois que ce qui importe pour nous, c'est de considérer et de respecter ces différents modes d'établissement des familles, et à partir du moment où l'enfant est là, de sécuriser juridiquement la filiation de cet enfant et de sécuriser évidemment la filiation par rapport aux deux mères à égalité. Sur le deuxième point, pas de filiation paternelle, mon collègue Adrien Taquet complétera sans doute. Moi, ce que je voudrais ici dire, c'est que là encore, cela répond à une pluralité de modèles familiaux, et que d'autre part, il y a un certain nombre d'études qui ont été effectuées sur ces modèles de famille où les enfants n'ont pas de père au sens de la filiation, mais ça n'exclut d'une part en aucun cas qu'ils aient des références masculines dans leur entourage familial très proche, et d'autre part, on s'aperçoit qu'il n'y aurait pas d'incidence dans leur développement psychologique. Il y a plusieurs études qui ont été effectuées en ce sens. Ensuite, vous m'interrogez sur la confusion éventuelle, je prends votre dernière question pour venir à la troisième, sur la confusion éventuelle qu'il y aurait entre la reconnaissance conjointe que nous établissons, j'insiste sur le terme, c'est reconnaissance conjointe, alors que l'article 316 ne parle pas de cela, et je l'ai précisé dans mon propos introductif, sur le 316, nous sommes sur une reconnaissance unilatérale. Donc je ne crois pas qu'il puisse y avoir de confusion juridique entre ces deux types de reconnaissance, la première étant conjointe, étant réalisée avant même
avant même que la grossesse commence, et l'autre étant réalisé parfois après la naissance, parfois juste après la naissance, parfois pendant la grossesse. Donc on n'est pas du tout dans la même temporalité, pas dans les mêmes effets. Enfin, vous m'interrogez sur le point de savoir pourquoi il n'y a pas mention, il n'est pas fait mention dans le texte de la femme qui accouche. C'est un débat que nous avons eu à l'Assemblée nationale. Il est évident que dans le cadre d'une AMP avec tiers donneur, il faut par définition que l'une des deux femmes accouche, par définition. Sinon, la filiation ne peut pas être établie. Et donc, nous avons considéré que ce qui était important, puisque d'évidence l'officier d'état civil aura devant lui le certificat d'accouchement, sinon il ne peut pas établir la double filiation, il était important de sécuriser la filiation pour l'autre mère. Mais encore une fois, cela ne signifie pas que, d'une part, l'accouchement n'existe pas, au contraire, je viens de le dire devant vous, et d'autre part, je ne suis pas fermée à une évolution éventuelle d'écriture. D'ailleurs, nous avions à l'Assemblée nationale tenté cette évolution d'écriture. Nous avons pensé qu'il fallait laisser les choses évoluer. Mais ce qui est important pour moi dans cette filiation, c'est vraiment que les deux mères soient à égalité. Et l'accouchement ne suffit pas, bien sûr. Il faut par définition qu'il y ait une reconnaissance conjointe auparavant, qui permettra d'établir cette filiation à égalité entre les deux mères. Le dernier point que vous me posez, c'est pourquoi la femme non mariée, parce que nous sommes là dans le cadre de l'établissement d'une filiation. Les règles ne sont pas les mêmes suivant que vous êtes pacsé, non marié, marié, et donc c'est la raison pour laquelle le Conseil d'État nous a demandé juridiquement d'utiliser le terme de femme non mariée. Je reconnais que c'est peut-être curieux dans la lecture courante, mais c'est celui qui emporte les conséquences juridiques les plus exactes. C'est pourquoi nous avons repris ce terme-là. Voilà brièvement, Monsieur le Président, les réponses que je souhaitais apporter à Madame la rapporteure. Madame Jourda souhaite des compléments d'information. Oui, une petite précision. Quelle était donc la conséquence d'utiliser le terme la femme célibataire ou non en couple ou seule? Pardon? Quelle était la conséquence du fait d'utiliser le terme femme seule à la place de femme non mariée? Eh bien, parce qu'il est important de ne pas permettre à une femme mariée de pratiquer seule une AMP. Une femme mariée, si elle pratique seule une AMP avec tiers donneur, alors que le mari, par exemple, aurait pu refuser une AMP, cela emportait des conséquences juridiques importantes qui ne sont pas les mêmes si c'est une femme seule qui pratique une AMP. Une femme seule qui pratique une AMP, elle pratique une AMP seule. Monsieur Taquet veut compléter les réponses. Merci Monsieur le Président. Oui, en complément de la droite lignée de ce qu'évoquait la garde des Sceaux sur la question de l'absence de filiation paternelle et l'incidence que ça peut avoir sur les enfants. Et soyez convaincus que sur cet aspect-là, comme sur de nombreux autres sur lesquels nous reviendrons, l'intérêt supérieur de l'enfant a bien évidemment été au cœur de nos considérations. Ce sont effectivement près de 700 études qui ont eu cours au cours des 40 dernières années, plutôt à l'étranger, par construction, sur les familles monoparentales ou sur les femmes seules. Et ces études ont montré qu'il n'y avait pas d'effet délétère pour l'enfant, pas de vulnérabilité supplémentaire qui pourrait naître d'avoir été élevé dans ces structures familiales-là, et non plus aucune incidence, parce que c'est ce que certains pourraient évoquer, sur la construction de la sexualité de ces enfants. Aucune incidence non plus. Pas d'incidence effectivement d'être élevé dans ces structures-là, parce que ce n'est pas tant la structure familiale qui compte, mais bien la dynamique familiale qui importe. Et ça, de nombreux travaux de pédopsychiatres nous le montrent. C'est la question de la relation, la question de l'attention qui est portée, l'affection, ou encore la question de la sécurité, dont d'ailleurs la conférence de consensus qui avait été lancée sous le ministère de votre collègue Laurence Rossignol, qui fait partie de cette commission, je crois, et qui avait été menée par le professeur Martin Blachet, avait montré que la sécurité pour un enfant était le méta-besoin sans lequel rien d'autre ne pouvait être construit et qui était au cœur de sa construction, de son développement. Et effectivement, l'altérité, la garde des Sceaux l'a très bien dit, se trouve ailleurs. Et d'ailleurs, nous tous, si on y réfléchit un peu, nous sommes tous construits de liens d'attachement multiples, divers, qui vont bien au-delà de notre père ou de notre mère, si tant est que c'était la structure familiale qui était la nôtre. Rappelez enfin, pour conclure, que l'adoption pour les femmes seules est possible,
depuis 1996 et pour les femmes en couple depuis 2013. Que donc ces questions-là ont d'ores et déjà aussi été évoquées, ce qui ne nous empêchera pas de les évoquer à nouveau, mais elles avaient déjà fait l'objet de discussions. Voilà, au final, ce sont des millions de femmes seules qui ont pu élever leurs enfants par le passé, des millions d'enfants qui ont été élevés par des femmes seules. Il faudra, on y reviendra, faire le distinguo entre la monoparentalité subie et choisie, parce qu'il y a une vraie distinction. Être parent, ce n'est pas une histoire de gamètes, etc., c'est une histoire de désir, d'amour. Voilà, et c'est ça qui est central dans la construction de l'enfant. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'aurais voulu avoir votre sentiment au sujet de l'article 21 bis qui a été ajouté à l'Assemblée nationale et qui porte sur les enfants présentant une variation du développement génital. Cet article vise à une meilleure prise en charge en faisant référence à la nécessité d'une expertise par un des centres de référence des maladies rares du développement génital. Et il vise clairement à donner un peu de temps dans certaines situations complexes par une expertise pluridisciplinaire, par la sollicitation, quand c'est possible, de l'avis de l'enfant lui-même. Et donc, on comprend bien qu'il y a potentiellement une répercussion sur les questions liées à l'état civil. Et c'est le sens de ma question, puisque la détermination du sexe pouvant être différée, comment voyez-vous l'articulation de cette prise en charge différée dans le temps, prenant le temps de la réflexion et du mûrissement de la situation de l'enfant concerné, comment voyez-vous cette articulation avec l'inscription à l'état civil ? Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur. Je ne suis pas sûre d'être en situation la meilleure pour répondre précisément à vos questions. À votre question, ma collègue Agnès Buzyn ou peut-être Frédéric seront mieux à même que moi de le faire. Ce que je voudrais dire, c'est que cette prise en charge des enfants qui présentent des variations du développement génital, c'est un sujet que nous avons abordé sous différents angles. D'abord au sein du gouvernement, entre nous, puisque c'est un sujet sur lequel nous réfléchissions beaucoup, et nous avions juridiquement évoqué la possibilité de repousser la déclaration à l'état civil de quelques mois pour permettre, disons, d'établir le sexe de l'enfant. On avait envisagé de repousser de 3 mois cet établissement de l'état civil. Et puis, plusieurs personnes, des associations nous ont dit que 3 mois c'était insuffisant, que ça obligeait à faire des choix qui étaient trop précoces, certains défendant l'idée qu'il fallait attendre l'adolescence pour que le choix s'établisse, etc. Donc, nous avons renoncé à cette mesure concernant l'établissement de l'état civil, mais il a été introduit ce que vous avez vu, c'est-à-dire le fait que la prise en charge d'un enfant relève d'équipes pluridisciplinaires spécialisées, donc de centres de référence des maladies rares du développement génital. Et ma collègue Agnès Buzyn a beaucoup insisté sur ce sujet en disant que c'était l'endroit où les familles pouvaient trouver un appui et un soutien important et des conseils médicaux solidement ancrés pour trouver la solution la meilleure au problème. Et donc avec, vous l'avez vu, une concertation qui doit proposer des pistes thérapeutiques possibles, y compris d'ailleurs l'abstention thérapeutique qui est envisagée comme l'une des possibilités. Voilà, moi je peux difficilement aller au-delà. Sans doute faudra-t-il que vous posiez à nouveau cette question à Agnès Buzyn, sauf si vous souhaitez apporter quelque chose de nouveau, Adrien, je ne sais. Sur l'aspect juridique, qui était sur la question de l'état civil, non, mais pour conforter en tout cas ce qui vient effectivement d'évoquer la garde des Sceaux, le dispositif qui a été adopté et de pouvoir effectivement mieux accompagner les parents. On sait que c'est des situations qui sont parfois difficiles, qui se résolvent entre guillemets très 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 tôt, sans que les parents puissent forcément sereinement apprécier cela. Donc le dispositif qui a été introduit par les parlementaires est bien celui de créer une commission pluridisciplinaire qui puisse accompagner les parents dans ce choix. Et ça sera par arrêté que la composition de cette commission pluridisciplinaire sera détaillée. Voilà le dispositif tel qu'il est sur l'aspect accompagnement thérapeutique.
Monsieur Jomier, juste pour reprendre un peu, Monsieur le Ministre, le dispositif n'a pas été adopté par les parlementaires, mais pour l'instant par les députés. Connaissant la position du rapporteur, je crois qu'il faut insister comme ça. Non, mais c'est bien, la question de la prise en charge, on l'a bien comprise hein, dans l'article, les motivations de l'article, mais la question, il paraît difficile d'aborder la question de la prise en charge et d'instituer une prise en charge qui est de qualité. Effectivement, je partage les objectifs de cet article, mais sans que la question de l'état civil soit résolue. C'est tout de même une difficulté première. Oui. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, Monsieur le Sénateur, nous avons d'une part simplifié les modifications qui peuvent être apportées à l'état civil. Il y a des possibilités de rectification de l'état civil qui se font de manière relativement simple désormais. Donc on peut déclarer l'enfant à l'état civil, mais ensuite on peut demander une rectification ou une modification de manière simple. Et d'autre part, nous sommes en train de travailler. Alors peut-être pourrons-nous évoluer en ce sens dans nos débats. Nous sommes en train de travailler sur deux possibilités qui sont envisageables. Encore une fois, le report de la mention du sexe à l'état civil, ce qui peut être l'une des possibilités, ou bien ce que je vous disais, la rectification qui peut être facilitée. Voilà. Je vais donc passer la parole aux collègues qui ont levé le doigt. Le premier, c'est Monsieur Amiel. Oui, à partir du moment où c'est le concept d'égalité devant le fait d'avoir un enfant qui préside finalement à l'article 1 complété par l'article 4. Et donc à partir du moment où on est pour la PMA pour toutes, hein, pour employer l'expression passe-partout, et j'en parle d'autant plus à l'aise que ce n'est pas mon cas. Comment se fait-il que nous ne soyons pas allés jusqu'à la GPA au terme de l'égalité? Parce qu'il me semble quand même qu'au nom de la cohérence, si on est pour l'égalité devant le droit à l'enfant, ce qui est tout autre chose que le droit de l'enfant, comme le disait Adrien Taquet, il semblerait logique, il semblerait cohérent que, d'ailleurs, certains l'ont dit très clairement. Alors, je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas la question. Je me pose en termes de cohérence qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout des choses. Alors après, on peut appeler ça, bien sûr, GPA éthique, on peut l'appeler de différentes façons, de façon à se border par rapport au risque qui, à mon avis, est important de marchandisation. Mais sur le plan de la cohérence en matière d'égalité, permettez-moi d'insister, je ne vois pas pourquoi on n'est pas allé finalement jusqu'au bout. Avec votre projet de réforme de l'AMP ouverte aux couples de femmes, c'est quand même une réforme qui aura des conséquences anthropologiques importantes. Et comment vous pouvez affirmer qu'elle n'aura pas d'incidence psychologique pour les enfants qui seraient privés de père, même si vous avancez un certain nombre d'études? Et j'ai une deuxième question qui n'est pas très originale, mais j'aimerais que vous puissiez clarifier bien votre position, parce qu'au nom d'un principe d'égalité, vous avez donc cette PMA ouverte aux couples de femmes et même aux femmes seules. Comment pouvez-vous être sûr qu'au nom de ce principe, les couples d'hommes ne revendiquent pas eux aussi inévitablement la GPA? Et donc, quelle est votre position sur la GPA? Merci. Je vous laisse répondre. Merci, Monsieur le Président. La dernière question rejoint la première, puisque la première question portait également sur la GPA et Monsieur le sénateur, je ne sais plus qui m'a posé la question sur Amiel, pardon. Voilà, Monsieur le sénateur Amiel, pardonnez-moi, me demandait au fond pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout et au nom du principe d'égalité devant le droit à l'enfant, m'avez-vous dit, on aurait pu aller plus loin et donc de ce fait, pourquoi n'autorise-t-on pas la GPA? Peut-être deux éléments, si vous me le permettez, Monsieur le sénateur, c'est également une manière de vous répondre. Le premier élément, c'est que, et le Conseil d'État le dit clairement, il n'y a pas de droit à l'enfant. Il n'y a pas de droit à l'enfant. L'enfant est évidemment inclus dans un projet de constitution d'une famille, dans un projet parental, mais il n'y a pas de droit à l'enfant. L'enfant n'est pas du tout
vraiment, on ne peut pas parler de droit à l'enfant, et ça, le Conseil d'État l'affirme très clairement. Par ailleurs, le principe d'égalité ne peut pas jouer de manière absolue. Le principe d'égalité, il joue pour des personnes qui, par rapport à l'objectif, c'est-à-dire à la procréation, sont dans la même situation. Or, un couple de femmes, un couple hétérosexuel, un couple d'hommes, ils ne sont pas juridiquement dans la même situation par rapport à la question de la procréation. Et donc, vous ne pouvez pas appliquer à l'un de ces couples les règles que vous appliquez aux autres. Là encore, la jurisprudence est très claire de ce point de vue-là. Le Conseil d'État est extrêmement clair. Donc, autrement dit, pour la GPA, on ne peut ni prétendre qu'il y a un droit à l'enfant, ni dire que le principe d'égalité joue. Et il se trouve que dans notre droit, nous avons clairement inscrit dans le Code civil l'interdiction de la gestation pour autrui, considérant évidemment par rapport aux grands principes sur lesquels nous nous fondons que nous n'autorisons pas la GPA. Donc on ne peut pas déduire de la PMA le fait que juridiquement, cela instaure une évolution vers la GPA. J'aborderai donc la question du titre 4. Alors, vraiment toutes nos excuses parce qu'on le fait dans le désordre le plus total. En vous disant tout d'abord que nous avons une première conviction qui est très largement partagée, je le sais, par l'ensemble des parlementaires et par l'ensemble de notre société en réalité, qui est que ce que la science sait rendre possible n'est pas nécessairement aligné sur ce que notre société souhaite. Et donc, résoudre cette tension entre ce que sait faire la recherche et les aspirations de notre société, c'est le cœur même de notre droit de la bioéthique et de ces lois de bioéthique qui sont régulièrement révisées. Le Sénat, vous le savez là aussi beaucoup mieux que moi, a joué un rôle considérable depuis 1994 dans la construction de ce droit. Et l'ensemble de la communauté de la recherche, en tout cas, sait ce qu'elle doit à la Haute Assemblée s'agissant de l'instauration de régimes d'autorisation en matière de recherche sur les cellules souches embryonnaires notamment. L'encadrement de la recherche est souvent un travail de funambule, car il ne faut évidemment pas sacrifier nos valeurs fondamentales à une quête éperdue et permanente du savoir. Mais il ne faut pas non plus sacrifier l'espoir de développer la connaissance, la compréhension des thérapies innovantes, de guérir des maladies aujourd'hui jugées incurables. Il ne faut pas sacrifier ces espoirs sur des préjugés qui ne correspondent plus à l'état des connaissances. Donc, ce projet de loi de révision de la loi de bioéthique, s'agissant de son volet recherche, propose en fait un cadre juridique rénové, avec à la fois sur certains sujets des choses qui vont être rendues plus faciles pour la recherche, mais aussi parce que la recherche a progressé, de nouvelles règles et de nouvelles prises en compte de l'implication que peuvent avoir les percées scientifiques en matière de recherche sur l'embryon, en matière de cellules souches embryonnaires ou encore en matière de cellules souches induite. En matière de recherche sur l'embryon, notamment, ce texte prévoit d'autoriser les chercheurs à conduire des recherches permettant l'édition du génome d'embryons qui ne font plus l'objet d'un projet parental et qui sont donc destinés à être détruits, puisque en fait, je rappelle que en aucun cas, évidemment, des embryons ne sont créés à des fins de recherche. Ce sont toujours des embryons qui sont conçus dans le cadre d'un projet parental. Et lorsque ce projet parental est satisfait ou abandonné, la demande est formulée de savoir si les embryons doivent être détruits ou s'ils peuvent être utilisés à des fins de recherche. Et c'est uniquement dans le cas où ils sont autorisés à être utilisés pour des fins de recherche qu'ils sont de fait utilisés. Donc, ces recherches sur l'édition du génome, notamment, on le sait, apportent des connaissances essentielles pour comprendre le rôle des différents gènes dans les mécanismes de différenciation de nos cellules, qui sont évidemment à l'œuvre au cours du développement, mais qui sont aussi à l'œuvre dans
dans beaucoup d'autres processus, que ce soit des processus physiologiques comme le vieillissement ou des processus pathologiques comme le cancer. Parallèlement, le projet de loi souhaite introduire une limite de 14 jours à l'observation des embryons in vitro, de façon à ce que ces embryons ne puissent pas se développer au-delà d'un stade particulier, qu'on appelle le stade de l'organogénèse. Nous avons souhaité donc introduire cette limite de 14 jours qui n'existait pas dans le texte précédent. Et cette limite n'existait pas dans le texte précédent tout simplement parce qu'on ne savait pas observer des embryons plus de quelques jours. Donc personne n'avait jugé utile de fixer une limite d'observation. Aujourd'hui, on sait observer ces embryons plus que quelques jours, et donc ça nous paraît important de fixer cette limite. Donc c'est toujours dans cet esprit, autoriser des choses, et lorsque les connaissances scientifiques nous amènent à en interdire d'autres, être capable de prendre ça en compte. Comme je l'ai dit, mais je préfère vraiment le répéter, les interdits fondateurs de notre droit, comme des textes internationaux dont nous sommes signataires, sont évidemment tous confirmés. On ne crée pas d'embryons à des fins de recherche. On ne modifie pas le patrimoine génétique transmissible à la descendance et on n'intègre pas de cellules animales dans un embryon humain. Ces trois choses restent absolument interdites et ceci a été réaffirmé très clairement par le gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale et évidemment ce texte ne touche pas à ces trois interdits majeurs. Ce texte a pour vocation de protéger notre modèle en respectant donc ce statut particulier de l'embryon et en empêchant par là même toute possibilité de clonage, de modification de patrimoine génétique d'un embryon destiné à être réimplanté, mais ne nous prive pas des innovations thérapeutiques qui peuvent être mises au point si nous comprenons mieux les mécanismes de développement, de différenciation cellulaire et de développement normal ou pathologique. Je voudrais peut-être insister sur la question des chimères qui a suscité beaucoup d'interrogations lors de l'examen du projet de loi qui vous est aujourd'hui soumis. Dans le cadre actuel de la loi de bioéthique, l'introduction de matériel génétique animal dans un embryon humain est très clairement interdit, puisque ceci est dans la partie de la loi qui concerne l'embryon humain. Et donc il est très clairement indiqué qu'on ne peut pas rajouter de cellules d'une autre espèce dans un embryon humain. Mais rien n'était dit sur la réciproque, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des cellules humaines dans un embryon animal. Il se trouve que cette possibilité d'utiliser des cellules humaines dans un embryon animal nous permet de produire ce que l'on appelle des modèles qui permettent de comprendre, là encore, des pathologies humaines, de préparer des traitements. C'est vraiment de cela qu'il s'agit, ni plus ni moins, et c'est pour ça que nous avons souhaité clarifier les choses. D'une part, réaffirmer l'interdiction de mettre des cellules animales dans des embryons humains, et ensuite indiquer que mettre des cellules humaines dans un embryon animal était évidemment soumis au contrôle et à la réglementation, puisqu'il y avait manipulation de cellules humaines, embryonnaires. Sur la question des cellules souches embryonnaires et de leur capacité à se transformer en n'importe quel type de cellules du corps humain, qui est la définition la plus simple que l'on peut donner de ces cellules souches embryonnaires, elles sont évidemment à l'origine de beaucoup d'espoir en termes de thérapie cellulaire ou en termes de ce qu'on appelle la médecine régénérative. À l'horizon des recherches sur ces cellules souches embryonnaires, il y a l'espoir de traiter des maladies aussi diverses que la maladie de Parkinson, des insuffisances cardiaques, le diabète, etc. Donc vraiment un très fort potentiel de thérapie cellulaire et de médecine régénérative. Actuellement, dans la loi, les cellules souches embryonnaires sont soumises au même régime que la recherche sur l'embryon. Alors qu'aujourd'hui, là encore, les progrès de la science font que embryons et cellules souches embryonnaires ne nous semblent plus relever du même questionnement éthique. Pourquoi cela ? Parce que, à l'époque de l'écriture de
la version actuelle de la loi, pour produire des cellules souches embryonnaires, il fallait détruire un embryon pour mettre ces cellules souches embryonnaires en culture. Aujourd'hui, nous maîtrisons des techniques qui nous permettent en fait d'utiliser des lignées de cellules souches qui ont été dérivées d'embryons, parfois il y a plusieurs dizaines d'années. Et donc, utiliser des cellules souches embryonnaires aujourd'hui ne signifie en aucun cas avoir eu accès dans le laboratoire en question à un embryon. Donc, ce que nous avons souhaité, c'est différencier la recherche sur l'embryon de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, sauf évidemment si celle-ci dérive directement d'un embryon. Dans ce cas-là, c'est la réglementation sur l'embryon qui s'applique. Donc, notre proposition dans ce projet de loi, c'est d'alléger le régime de recherche sur les cellules souches embryonnaires, de les laisser soumises à une autorisation, de la laisser soumise à une déclaration et non plus à une autorisation, comme dans le cas de la recherche sur l'embryon. Nous avons, dans ce contexte, réfléchi à la question des cellules souches pluripotentes induites. Les cellules souches pluripotentes induites sont des cellules adultes que la science permet de faire revenir vers un état qui ressemble à celui des cellules souches embryonnaires. À partir de ces cellules souches induites, nous pouvons donc produire un certain nombre de cellules de l'organisme, mais pas toutes les cellules, comme c'est le cas pour les cellules souches embryonnaires. Autrement dit, finalement, la question que nous nous sommes posée, c'est est-ce qu'à partir de ces cellules souches pluripotentes induites, il peut y avoir des questions éthiques qui se posent, et notamment lorsque ces cellules souches pluripotentes sont induites en gamètes, qui peuvent à ce moment-là repartir dans un cycle de questionnement éthique. Et donc, ce que nous avons souhaité, c'est, là encore, mettre une partie des recherches sur ces cellules souches pluripotentes induites, notamment celles qui peuvent être utilisées pour produire du matériel génétique, les soumettre là aussi à un régime d'autorisation. On entend parfois dire qu'on pourrait remplacer les cellules souches embryonnaires par les cellules souches pluripotentes induites. C'est loin d'être une certitude aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir garder des recherches sur ces deux types de cellules qui en fait, en réalité, sont différentes. Nous avons donc ouvert dans ce titre 4 de nouvelles voies, tracé de nouvelles limites, réaffirmé un certain nombre de lignes rouges, de façon à ce que nous puissions garantir la réalité du contrôle des dispositions qui seront indiquées dans la loi, et que nous puissions aussi soutenir, évidemment, la qualité de notre recherche scientifique, qui est une recherche qui est en réalité, nous avons cette chance, libre et responsable dans notre pays. Voilà, j'ai envie de dire que la recherche et la connaissance rendent notre avenir possible, mais que c'est bien le rôle du législateur que de définir le chemin à emprunter, l'horizon souhaité et la couleur de cet avenir, si je puis dire. Voilà, très brièvement et en quelques mots, les principaux points saillants du titre 4 de ce projet de loi. Et bien sûr, je serai ravi de répondre à vos questions. Merci Madame la Ministre. Je vous laisse continuer, Monsieur Taquet. Écoutez, avec plaisir. Non, écoutez, les surprises sont toujours agréables. Je m'apprêtais surtout à faire un propos assez général qui n'a plus vraiment de sens vu l'ordre ou le désordre dans lequel nous avons procédé. Donc, je réponds favorablement à votre invitation. Vous faisant l'économie de ces propos généraux, donc qui étaient introductifs, mais qui n'auraient plus beaucoup de sens maintenant, mais peut-être revenir un petit peu sur les sujets qui ont d'ores et déjà été un peu évoqués avec la garde des Sceaux, qui concernent notamment l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes et aux femmes seules, me permettant
peut-être de réinsister sur certains propos tenus précédemment et de revenir aussi, non pas tant sous l'angle juridique, mais plus du point de vue du développement de l'enfant, sur la question de l'accès aux origines, qui est un point important et qui occupera, je pense, nos discussions. Pour rebondir un petit peu sur les questions, les propos du sénateur Amiel notamment, se dire, ma collègue me contredira si elle n'est pas d'accord là-dessus, mais que une loi de bioéthique ce n'est pas une loi d'égalité. Et ce n'est pas la recherche de l'égalité, notamment, qui nous a guidés. Une loi de bioéthique, c'est passer au prisme de l'éthique un certain nombre d'évolutions des techniques médicales. Et c'est mettre en adéquation l'évolution des techniques avec les principes éthiques que nous souhaitons mener. Et donc, partant de là, il n'y a jamais eu, et il n'y aura pas, effectivement, comme l'a dit la garde des Sceaux, de droit à l'enfant. Ce n'était pas le cas pour les couples hétérosexuels par le passé, ça ne sera pas le cas pour les couples homosexuels ou pour les femmes seules à l'avenir. Parler de droit à l'enfant, ça serait insinuer que l'enfant serait dorénavant à la merci de toutes les fantaisies, qu'il serait le simple produit d'un caprice. Ça serait dénigrer le projet parental et ne pas reconnaître ce que sont les parcours d'AMP pour tous les couples, qui sont des parcours souvent longs, compliqués, difficiles, qui nécessitent d'être accompagnés, quelle que soit la structure familiale. Et d'ailleurs, les députés ont voulu renforcer l'accompagnement justement de ce processus, de ce cheminement. Par ailleurs, je l'ai déjà dit, les familles monoparentales, homoparentales existent déjà, c'est un fait. Il serait aussi là peut-être un peu hypocrite de ne pas le voir, de persister à ne pas le reconnaître. Je l'ai dit, ces familles sont souvent issues de projets très longs, avec des enfants qui sont ardemment désirés. Et des parents, nul s'en étonnera, qui sont des parents tout simplement, ni plus ni moins. Si la famille est un point de repère, elle est d'abord et avant tout une histoire et un parcours, et qu'il importe à chacun de connaître et de comprendre. Voilà. Et sur la question des origines, de connaître ses origines, pour les enfants, c'est trouver la réponse à une question qui est légitime, qui est peut-être la plus légitime de toutes les questions d'ailleurs qu'un être humain peut se poser, qui est d'où est-ce que je viens ? Et notre conviction, effectivement, aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir de la dissimulation, qu'il faut rompre avec cette logique du secret, dont on a pu penser longtemps qu'elle protégeait, mais dont en réalité on sait aujourd'hui qu'elle abîme. Vous avez fait des auditions, vous avez rencontré des enfants nés d'AMP, vous avez rencontré peut-être Arthur de Kermal-Velzen, qui est un peu en pointe sur toutes ces questions-là. Et on sait que ces enfants ne sont pas à la recherche d'un père, ce n'est pas le sujet, ils sont à la recherche d'un récit, d'une histoire, dont ils nous disent qu'elle est importante à la construction de ce qu'ils sont. Donc oui, nous pensons, même si ce n'est pas toujours simple, que la famille est désormais un lieu où l'on doit même se dire les choses. Et dans le cadre de l'AMP avec don famille hétérosexuelle, le choix sera laissé aux parents de le dire, et dans l'accompagnement qui est fait sur ce cheminement que j'évoquais tout à l'heure, on leur dira qu'il est important pour l'intérêt de l'enfant, pour sa construction future, de lui dire quelles sont ses origines. Une fois encore, je le répète ici, nous aurons l'occasion d'y revenir, permettre à l'enfant d'accéder à sa majorité, s'il le souhaite, à des informations relatives au donneur, c'est lui permettre non pas de traquer un individu, non pas d'ouvrir un conflit, mais bien au contraire de se construire comme individu et de se pacifier avec son histoire et donc avec lui-même. C'est ce que nous disent les enfants. Soyons clairs, un donneur n'est pas un parent. Ce n'est pas sa vocation, ce n'est pas ce que nous organisons, ce n'est pas le sens de son geste d'ailleurs, mais il est une pièce de l'identité de l'enfant qu'on ne peut pas dérober à cet enfant. Enfin, donner accès aux origines dans cette loi, c'est aussi sortir le don du secret, non pas de l'anonymat, que les choses soient très claires. Nous ne revenons pas sur ce principe fondamental qui est l'anonymat du don. Mais c'est bien sortir le don du secret pour le reconnaître dans ce qu'il a de profondément humain, de ce qu'il a de profondément altruiste, de ce qu'il a de profondément solidaire. Et ce faisant, nous n'affirmerons qu'une seule chose, la force des institutions qui ont vocation à encadrer et protéger chacun, et avec un seul choix, celui de la responsabilité individuelle
est collective et cette force des institutions, cet esprit de responsabilité, c'est ce qui guidera aussi, ce qui a guidé et ce qui guidera dans nos discussions, dans nos débats, les choix que nous vous proposerons de faire dans d'autres domaines qui sont tout aussi complexes, variés que la question de l'autoconservation de gamètes pour les femmes comme pour les hommes. Ou encore, je pense à la question de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques pour les dons d'organes ou les missions des conseillers en génétique. Ou encore, développement dans le respect évidemment de nos valeurs éthiques de la médecine génomique dans le cadre du soin ou de la recherche que Frédérique Vidal a commencé à évoquer. Voilà, et puis vous redire, et de peut-être tout petit peu plus de la place où je suis, mais partagé évidemment par les 4 ministres qui seront avec vous et l'ensemble du gouvernement, que l'intérêt supérieur de l'enfant a guidé nos réflexions. Je pense notamment à l'AMP post-mortem, où là aussi le principe d'égalité aurait pu, sera peut-être dans nos débats mis en avant. Mais nous avons décidé de faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant, car moi je ne sais pas ce que ça veut dire de naître dans le deuil pour le développement futur de l'enfant. Et c'est ce qui nous a conduit effectivement à l'interdire. Voilà, donc autant de sujets qui susciteront évidemment des questions, dès maintenant et en séance, et des interrogations, des débats riches et passionnants. Nous en sommes tous convaincus. Voilà. Merci, je vous remercie. Merci à vous. Je vais donc commencer par donner la parole au rapporteur, en commençant par Madame Imbert. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos propos. Je vais aborder 2 points donc, qui concernent le titre 4, donc je vais m'adresser à la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Vous avez rappelé, Madame la Ministre, la volonté du gouvernement que ce projet de loi ne nous prive pas des évolutions scientifiques. Vous maintenez, et je parlais de la recherche, notamment de la recherche sur l'embryon, vous maintenez l'autorisation par l'Agence nationale de sécurité du médicament des recherches menées sur l'embryon dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, alors que la Cour des comptes critiquait une procédure lourde et complexe qui décourage parfois et souvent les chercheurs. D'autant que ces recherches ne constituent pas le cœur de métier, le cœur de l'expertise de la NSM, et qu'en pratique, elles se tournent vers l'agence de biomédecine pour avoir un avis, et que souvent, j'allais dire presque de façon constante, l'avis de la NSM est conforme à celui de l'agence de la biomédecine. Donc pourquoi ne pas confier tout simplement cette mission à l'agence de la biomédecine qui dispose déjà de l'expertise nécessaire sur l'assistance médicale à la procréation et sur la recherche sur l'embryon, quitte à lui faire appliquer les dispositions spécifiques aux recherches cliniques. Ne pourriez-vous pas justement renforcer les moyens de l'agence de biomédecine pour examiner ces projets de recherche clinique? Et je note par ailleurs que vous souhaitiez, dans le projet de loi, supprimer à l'agence de biomédecine sa mission en matière de nanobiotechnologie, au motif qu'elle ne disposait pas d'expertise dans ce domaine. Mais n'est-ce pas, j'allais dire, de votre responsabilité de lui donner les moyens humains et matériels de cette expertise? Et si je voulais être un peu taquine, je dirais que si nous devions supprimer aux agences toutes les missions que l'État ne finance pas, il ne resterait peut-être plus grand-chose. J'ai dit que j'allais être taquine, Madame la Ministre. Un deuxième point, et là, qui rejoint le point des chimères. Vous l'avez dit, rien n'était dit sur la possibilité d'utiliser des cellules humaines dans un embryon animal. Vous donnez cette possibilité dans ce projet de loi et vous dites que c'est soumis au contrôle. J'allais dire quel contrôle? Vous supprimez ainsi l'interdiction générale de création d'embryons chimériques et transgéniques et vous ne maintenez qu'une interdiction, et vous l'avez bien expliqué, d'insérer dans un embryon humain des cellules animales. Vous autorisez donc l'adjonction de cellules souches humaines à des embryons animaux en vue de leur transfert chez la femelle. Ne pensez-vous pas qu'il y a là un vrai risque de franchissement de la barrière des espèces? Merci bien. Je vous laisse répondre au rapporteur. Je passerai un rapporteur par rapporteur, puis enfin le groupe des sénateurs.
Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais peut-être commencer par la dernière question parce que j'ai bien senti que j'étais pas complètement claire. Actuellement, il n'y a pas une interdiction générale de créer des embryons chimériques. Actuellement, il y a interdiction de créer des embryons chimériques dans une partie du texte qui fait référence aux embryons humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction à l'insertion de cellules humaines, sauf si ce sont des cellules embryonnaires, dans des embryons animaux. Et donc en fait, ce que nous faisons, c'est que nous remettons les choses à leur place, si je puis dire. Là où on est dans la partie du texte qui parle des embryons humains, nous précisons qu'il est interdit de mettre des cellules animales dans des embryons humains, et nous remettons dans le texte de bioéthique le fait que pour mettre des cellules embryonnaires humaines dans des embryons animaux, il faut procéder à la demande de déclaration d'usage des cellules souches embryonnaires humaines. Et donc, on a bien ce contrôle qui, à mon sens, est beaucoup plus efficace en étant rappelé que dans le flou qui existait auparavant, où il était fait référence à des embryons chimériques, mais seulement dans la partie de la loi qui faisait référence aux embryons humains. Voilà. Donc on précise simplement, on réécrit ce qui était déjà écrit dans la loi, mais en sécurisant et en enlevant le flou juridique. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais honnêtement, il y a dans les laboratoires, et c'est déjà très largement pratiqué, sans qu'on ait jamais observé de franchissement de barrières d'espèces, création de modèles de pathologie humaine, où il s'agit de regarder comment se développent quelques cellules humaines dans un contexte d'embryon d'animal. Et voilà, ce sont des choses qui existent, si je puis dire. Et simplement, ce que nous avons voulu faire dans cette nouvelle version, on aurait pu laisser strictement ce qui existait auparavant, mais il nous semblait qu'il y avait une forme de flou juridique, puisque en fait, ça ne s'appliquait que aux embryons humains, puisqu'on était dans un article, enfin, une partie de la loi qui concernait les embryons humains. Donc voilà, on fait simplement, on réécrit les choses de manière moins floue, puisque c'est vraiment, notre attention a été attirée sur ce fait, sur le fait que finalement, rien dans la loi de bioéthique n'indiquait quoi que ce soit sur la question de chimères, d'embryons chimériques faits dans des embryons animaux. Et donc on le remet de manière très explicite. Parce que ça n'est pas interdit de fait, et que de fait ça se fait depuis très longtemps dans les laboratoires, mais simplement on reprécise les conditions dans lesquelles c'est fait actuellement dans les laboratoires et dans lesquelles nous souhaitons que ça puisse continuer à être fait. Sur la question de l'ANSM, on entre dans le cadre de la recherche interventionnelle sur la personne humaine lorsque l'on touche à des embryons qui ont vocation à être réimplantés. Et donc ça ne relève pas de l'agence de biomédecine, mais ça relève bien de quelque chose qui touche à la personne humaine. Et donc voilà, c'est ces règles-là qui sont actuellement utilisées. Les questionnements de l'ANSM ne sont pas les mêmes questionnements que ceux de l'ABM. Et c'est pour ça qu'il nous paraît important que la question de la recherche sur des embryons qui ont vocation à être réimplantés soit bien, continue bien à être soumise et rentre dans le cadre de ces recherches interventionnelles sur la personne humaine. Il s'agit dans ce cas-là, je le rappelle, en aucun cas de modifier l'embryon. Il s'agit dans ce cas-là de rajouter, par exemple, au moment de la fécondation in vitro, ou sur un embryon obtenu après fécondation in vitro, un certain nombre de molécules qui vont avoir pour objet de faciliter la réimplantation de l'embryon, par exemple, chez la mère. Et donc, en fait, on affecte la mère, si je puis dire,
en enrobant l'embryon d'un certain nombre de molécules qui vont faciliter l'implantation de l'embryon. Voilà l'exemple de choses qui sont regroupées dans cette recherche sur l'embryon à des fins d'AMP, puisque, je le rappelle, il est totalement interdit de modifier génétiquement un embryon avant réimplantation. Donc ça relève en fait de la RIPH. Sur la question des délais, ça je suis tout à fait consciente qu'on a un sujet avec ces délais. Voilà, c'est effectivement un engagement de la part de l'ABM de tenir les délais, et pour cela, sa demande est de n'avoir finalement à traiter que des questions sur lesquelles elle s'estime totalement légitime. Et sur la question que vous évoquiez, elle est elle-même obligée d'aller chercher de l'expertise ailleurs, et ce qui crée aussi une forme d'embouteillage. Voilà. Merci bien. Monsieur Hainaut. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Vous avez dans vos propos évoqué cette question qui nous taraude, de la tension entre ce que c'est faire la recherche et les limites que nous voulons fixer. Et donc je reviens sur un certain nombre de questions qui concernent précisément l'article 17, parce que vous avez aussi évoqué la question de l'équilibre. Il nous interroge sur cette question de l'équilibre, et est-ce que c'est quand même pas une forme de bouleversement? J'ai bien entendu vos réponses, mais malgré tout, cet article supprime, et c'est écrit, l'interdiction générale de création d'embryons chimériques. Alors bien évidemment, c'est non destiné à des fins de gestation, mais se pose quand même la question de savoir jusqu'où peut-on aller dans le franchissement de la barrière des espèces, et comment l'agence de biomédecine appréciera s'il s'agit de chimères. Comment va-t-on apprécier cette limite, cette proportion acceptable? Et la deuxième question, est-ce qu'on ne va pas, à l'occasion de cet article 17, alors qu'on parle souvent de l'éthique à la française, un peu plus loin que ce qui se passe dans nombre de pays? C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas dans une situation quelque peu paradoxale? Autre question, vous abordez la suppression de l'interdiction de création d'embryons transgéniques. Est-ce qu'il s'agit d'expérimenter l'édition génomique CRISPR-Cas9 et notamment de modifier le génome d'embryons destinés à être transférés à des fins de gestation? Et est-ce qu'on n'ouvre pas là la porte à une remise en cause de l'interdiction de modifier les caractéristiques génétiques transmissibles? Voilà, je vais jusqu'au bout des craintes qui peuvent être les nôtres et les miennes, parce que j'ai le sentiment que cet article 17 a quelque chose de bouleversant et qu'il vient au cœur de ce qu'on appelle l'éthique à la française. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, en fait, absolument pas. Vraiment, je voudrais vous rassurer sur les deux points et vous dire que c'est absolument pas l'idée. Effectivement, on a supprimé la création d'embryons chimériques est interdite. Mais une fois de plus, vu l'endroit où ceci était placé dans le texte, cela ne concernait que des cellules animales dans un embryon humain. Donc nous avons réécrit effectivement la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces est interdite. Ce qui revient à réécrire exactement la même chose, vu là où cette phrase était placée auparavant dans la loi de bioéthique. L'adjonction de cellules d'origine humaine dans des embryons d'origine animale, une fois de plus, ça se pratique dans tous les laboratoires du monde, ça se pratique y compris dans les laboratoires français, ça n'était absolument pas interdit par la loi de bioéthique, donc on ne franchit rien du tout et on continue à faire ce qui se fait déjà dans les laboratoires. La différence fondamentale, c'est qu'on précise ici qu'on ne peut pas du tout modifier un embryon humain et qu'on continue à dire que lorsque l'on modifie un embryon animal par adjonction de cellules embryonnaires humaines,
ce qui compte, c'est qu'on soit obligé de demander l'autorisation pour le faire, mais comme c'est le cas actuellement. En fait, on se contente de préciser les choses, puisque dans la loi de bioéthique, il n'est jamais question d'embryons animaux. Il est juste question d'embryons humains. Donc, ce que l'on fait là, c'est simplement qu'on lève un flou juridique sur lequel notre attention a été attirée, puisque tel que c'était formulé, la création d'embryons chimériques est interdite là où c'était placé dans le texte. Ça faisait qu'il n'y avait finalement aucune référence à ce qui se passait lorsqu'on mettait des cellules humaines dans un embryon animal. Donc voilà, c'est juste, on lève ce doute-là, et une fois de plus, ça se pratique très largement dans tous les laboratoires du monde. Et je sais qu'on entend, souvent parler, y compris de la possibilité d'avoir des organes pour les greffes produites à partir d'animaux, etc. On en est encore très loin. Hein, enfin, voilà. Et donc, je vous laisse imaginer comme on est encore plus loin de la question de la barrière d'espèces. Donc, voilà, c'est simplement par souci de lever un flou juridique qui faisait que on ne parlait pas des embryons animaux. Sur la question de l'édition du génome, oui, bien sûr, il s'agit d'utiliser CRISPR-Cas9, par exemple, parce que c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, mais de façon générale, d'éditer le génome. Mais vraiment, la convention d'Oviedo, et ce que l'on réaffirme dans ce projet de loi de bioéthique, c'est qu'il est formellement interdit de réimplanter un embryon qui a été génétiquement modifié. Ça a fait partie des débats que nous avons eus à l'Assemblée nationale, puisque un certain nombre de personnes disaient pourquoi est-ce que si nous sommes capables d'enlever maintenant de manière très précise un gène défectueux qui serait dominant et donc de laisser la copie du gène non défectueux s'exprimer et donc de potentiellement guérir une maladie, pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Et notre réponse a été de dire parce que nous ne souhaitons pas réimplanter d'embryons modifiés génétiquement par l'édition du génome. Par contre, nous souhaitons bien autoriser l'édition du génome dans des embryons pour comprendre quel va être l'impact de ces modifications du génome en observant les embryons en culture pendant 14 jours, mais pas au-delà de 14 jours. Et là aussi, c'est une question qui a été longuement discutée, justement, pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin que 14 jours, pourquoi est-ce qu'on ne va pas au moins jusqu'à 21 jours, etc. Nous avons souhaité proposer cette limite de 14 jours, qui est la limite de ce qu'on appelle l'organogénèse, c'est-à-dire, pour faire simple, le moment, à partir du 15e jour, on est capable de différencier, de faire la différence dans un embryon entre les cellules qui vont donner, qui seront à l'origine du système nerveux et les autres. Et donc nous avons souhaité fixer 14 jours parce qu'à 14 jours, nous ne sommes pas capables de faire cette différence. Et donc c'est ce qu'on appelle le stade début d'organogénèse. Il y avait des demandes d'aller plus loin, il y avait des demandes de s'arrêter plus tôt. Voilà, nous proposons cette date de 14 jours parce que c'est celle qui nous paraît raisonnable. Merci. Madame Imbert. Merci, Monsieur le Président. Une question supplémentaire, Madame la Ministre. Dans ces recherches qui portent sur un embryon animal auquel on a ajouté des cellules humaines, pouvez-vous nous dire jusqu'à quel stade de développement ces embryons sont étudiés? Alors c'est extrêmement variable. Ça dépend complètement du type de cellules qui sont mises dans l'embryon. Parfois c'est une observation de quelques jours qui suffit. Aujourd'hui, par exemple, quand on étudie les questions liées aux caractéristiques des cellules immunitaires, dans les souriceaux naissent. Mais voilà, la seule chose qu'on a modifiée dans ce cas-là, c'est le fait que ces souriceaux portent un certain nombre d'antigènes humains. Et donc, on est capable d'étudier la réponse à certains médicaments sur ces modèles-là. Une fois de plus, c'est quelque chose qui se fait de manière extrêmement courante et on ne voit pas vraiment de raison, tout d'un coup, de faire un bond en arrière, puisque ça fait
plus de 30 ans, hein, puisque je peux vous en parler en toute connaissance de cause, que laboratoire. Merci bien. Monsieur Jomier. Moi, j'aurais voulu vous poser une question complémentaire sur les embryons, sur leur durée de conservation. J'aurais voulu savoir, vous proposez un délai de 5 ans. Comment avez-vous estimé ce délai? Est-ce qu'il se fonde sur le stock nécessaire pour ne pas induire de rupture dans les activités de recherche sur l'embryon? Quelle méthode avez-vous utilisée pour déterminer cette durée de 5 ans? Voilà, c'est tout. Je n'ai pas le souvenir, monsieur le rapporteur, qu'on ait modifié la durée de conservation. On a gardé ce qui se pratique actuellement, c'est-à-dire une durée de conservation de 5 ans. Voilà, donc il n'y a pas de raison particulière à cela. On n'est pas en pénurie, si je puis dire, d'embryons dont les parents acceptent qu'ils soient confiés à la recherche plutôt que détruits. Donc on n'a pas modifié, cette durée de conservation. C'est une question qui peut être posée par certains scientifiques et que j'entends, mais voilà, on ne sait pas très bien répondre à cette question-là, parce que en fait, lorsque l'on génère des embryons dans le cadre d'un projet parental, le stade auquel on les congèle pour les garder au cas où la première fécondation in vitro, par exemple, n'aurait pas fonctionné, est très différent aujourd'hui de ce que l'on faisait encore il y a 10 ou 12 ans. Et donc, certains disent, nous, on aurait besoin d'observer les choses qui se passent juste après la fécondation, au stade une cellule, alors qu'aujourd'hui, on conserve les embryons, en général, à un stade un peu plus tardif, parce que ça augmente les chances de succès ensuite de la réimplantation. Voilà, on a décidé qu'on gardait 5 ans parce que de toutes les façons, il y a quasiment plus de stock d'embryons à une cellule. Donc, Merci. Monsieur Amiel, maintenant. Oui, par rapport au concept même de loi de bioéthique, Monsieur le ministre, vous disiez que les lois de bioéthique sont là pour accompagner les progrès qu'il peut y avoir en matière médicale, en matière biologique, que ce soit technologique, thérapeutique, etc., d'une façon éthique. Or, la PMA, ce n'est pas lié à une question de progrès. Alors certes, il y a des progrès en matière de recherche sur l'implantation de l'embryon, mais ce n'est pas le sujet qui est là. D'où ma question, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable, alors évidemment la question arrive bien tard, de dissocier le débat de bioéthique proprement dite, tel que ce qu'a pu aborder Madame Vidal concernant les recherches sur les cellules souches embryonnaires ou sur l'embryon, et le débat sur la PMA, parce qu'on a l'impression, c'est plus le cas aujourd'hui, mais enfin ça sera probablement le cas dans les débats et l'accompagnement médiatique qu'il y aura, que le débat sur la PMA confisque un petit peu tout le reste concernant la bioéthique proprement dite. Je dis proprement dite parce que je persiste à penser, je ne suis pas le seul, que la question de la PMA ne relève pas de la bioéthique, mais d'une simple question d'éthique ou de morale sociétale. Donc la première loi de bioéthique a été provoquée par la PMA. C'est notre dernière. Au-delà de ça, vous avez raison, les lois de bioéthique, enfin, là où je vous suis, où je complète en tout cas effectivement l'échange que nous avons initié, c'est que effectivement une loi de bioéthique, c'est appréhender au prisme des évolutions, de nos principes éthiques, l'évolution des différentes techniques, en prenant en considération aussi les évolutions de la société. Et à cet égard, on peut justifier, ou en tout cas comprendre que la PMA fasse partie intégrante de ces lois de bioéthique, mais pour vous rassurer s'il en était besoin, ou en tout cas partager un peu l'expérience qui a été la nôtre à l'Assemblée nationale par rapport à la crainte que vous exposiez que cela phagocyte un peu bon nombre d'autres sujets dont on sent bien au travers de nos premiers échanges, et dont on l'avait senti
à l'Assemblée nationale, et chacun le sait, ici, sont en réalité probablement bien plus impliquants, vertigineux pour certains d'entre eux, que la question de l'assistance médicale de l'AMP. Et à l'Assemblée nationale, effectivement, l'AMP a occupé de la place, mais progressivement, et parmi les parlementaires et parmi la presse qui suivait les débats, les autres sujets ont occupé toute la place qu'ils méritaient. Et je trouve que d'ailleurs l'audition que nous avons cet après-midi le démontre aussi, puisque nous avons notamment beaucoup parlé de questions liées à la génétique, et puisqu'ils sont effectivement assez fondamentaux dans le texte que nous examinons. Ma question, qui est plutôt en fait une constatation, c'est que effectivement, Monsieur le ministre, vous avez dit que à l'Assemblée nationale, comme dans ce projet de loi, vous n'avez pas été sur la PMA post-mortem. Nous avons reçu ici en audition un certain nombre de professeurs qui sont en lien avec des couples qui ont des difficultés justement pour avoir des enfants. Il se trouve que parfois, ils sont très peu de fois en fait, confrontés aux difficultés d'un couple dont l'un des deux décède, enfin plutôt l'homme d'ailleurs, et donc on leur dit à partir de ce moment-là qu'ils ne peuvent pas, enfin qu'elle ne peut pas utiliser soit l'embryon, soit les gamètes de son époux. Et donc soit il faut les détruire, soit elle peut les donner à un autre couple. Et donc, les professeurs que nous avons rencontrés nous ont dit qu'ils étaient face à quelque chose de quasiment inhumain à dire et sans doute à vivre pour justement ces femmes qui restent justement avec cette idée que justement elles ne pourront pas poursuivre le projet qu'ils avaient imaginé à deux. Et moi j'ai bien entendu combien vous disiez que justement un projet de PMA c'était aussi une manière dynamique voilà, on était dans une dynamique et là tout d'un coup là, effectivement la dynamique se rompt puisque l'un des deux décède, mais pour autant il existait un projet parental qui était construit. Et en fait, aujourd'hui, avec l'ouverture à la PMA pour les femmes célibataires, eh bien, on peut se dire que cette femme qui devient d'un coup veuve, elle pourra finalement concevoir un enfant avec un autre donneur que l'époux qu'elle a auparavant aimé. Enfin, je trouve que c'est complètement inhumain. Et je pense qu'on pourrait envisager la PMA post-mortem avec un certain nombre d'éléments cadres, notamment par rapport au temps entre justement ce projet et le moment du veuvage, parce qu'on ne peut pas s'empêcher aussi de faire le parallèle avec des couples qui conçoivent un enfant de manière tout à fait naturelle et dont l'un décède, en tout cas le mari décède, et donc la femme expliquera aussi cette histoire familiale à cet enfant à naître. Donc voilà, c'est plutôt pour vous dire que moi je trouve qu'une loi de bioéthique, certes, n'est pas pour régler un problème humain ou pas humain, mais en l'occurrence, moi j'entends d'une part la voix des experts, ceux qui sont auprès de ces familles et qui doivent leur dire ces choses-là, et puis le fait que finalement l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires, eh bien, les mettre dans une situation qui est incompréhensible pour tout être humain. Pour vous répondre, Madame Doineau, sur la PMA post-mortem, ça a été source de beaucoup de discussions, parce qu'effectivement, y compris au moment de l'élaboration du projet de loi, les questions sont un petit peu abyssales. Pourquoi est-ce que finalement, dans le projet de loi qui vous est proposé après passage à l'Assemblée, la PMA post-mortem n'est pas autorisée? D'abord parce qu'il y a un vrai sujet lié au temps du deuil. Est-ce que immédiatement après le deuil, on ne se dit pas oui, c'est mon rêve le plus cher que de faire naître un enfant? Et puis, après 1 an, 2 ans, finalement, le temps passant, la vie reprenant ses droits, est-ce qu'on est toujours avec la même envie au moment où potentiellement on se retrouve enceinte de l'enfant en question? Et donc ça, c'est une première question. Comment on gère le temps de deuil? Alors on peut se dire,
on autorise la PMA post-mortem, mais seulement après une période de deuil. Donc, comment est-ce qu'on estime la durée d'un deuil? C'est encore une autre question à laquelle on avait eu un peu de mal à répondre. Le projet parental était porté par le couple. Qu'est-ce qui se passe? Enfin là maintenant, c'est plus un couple, c'est une des deux personnes du couple, enfin en l'occurrence la femme, qui continue à porter seule un projet parental conçu à deux. Bon, alors ça voudrait dire que potentiellement il faudrait aussi demander si l'autre parent serait d'accord au cas où il décède pour qu'un enfant naisse après sa mort. Enfin, ça nous paraît là encore un peu vertigineux. Quelles peuvent être les pressions potentielles des familles au moment du deuil, notamment de la famille du défunt, sur la possibilité ou pas de voir un enfant naître après le décès de l'être cher. Comment on gère la question des successions? On gèle toutes les successions en imaginant que l'autre personne a déjà des enfants. Comment on prend ça en compte? Bon, tout ceci nous a amené à continuer à interdire la PMA post-mortem dans le texte, sachant que, pour terminer, en réalité, le nombre de cas réels, c'est-à-dire où il y a des demandes formulées auprès de la justice, c'est un nombre de cas extrêmement faible. Et donc on s'est dit que c'était peut-être pas la peine d'ouvrir la possibilité de généraliser une PMA post-mortem, alors que finalement, au regard de la lourdeur du processus, parce qu'il faut, on prononce rapidement PMA, mais derrière, c'est un processus qui est quand même lourd techniquement aussi, qui présente des risques, qui évidemment ne fonctionne pas à tous les coups. Enfin voilà, il faut se remettre dans une logique de temps long quand même. La PMA pour toutes répond à la transformation de nos sociétés. Cette PMA n'entraînera pas l'ouverture de la GPA, la gestation pour autrui. Voilà quelques-unes des idées défendues par le gouvernement. Le projet de loi bioéthique va être examiné par les sénateurs dans les semaines qui viennent. On suivra ça bien évidemment sur Public Sénat. En attendant, je vous souhaite une excellente journée sur notre antenne.